lancer un message aux dirigeants africains d'aller chercher ici et maintenant tous les Africains qui sont coincés en Ukraine. C'est dans c'est leur possibilité. Ils ont été mis là pour ça et ils doivent le faire. Et il faut que ça se fasse. Bonjour et bienvenue au Goûter Panafricain, épisode 11. Alors, on est vraiment très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va traiter de la situation Ukraine et russe. Et tout d'abord, je voulais vraiment toute l'équipe du Goûter Panafricain vous remercie pour les énormes vues qu'on a eues suite à la vidéo de Kémy Seba. On voit qu'on a eu beaucoup de commentaires, on a eu beaucoup de vues. Et ça, c'est grâce à vous. Merci à vous. De vous abonner et merci à vous de participer à la montée de la chaîne. Donc ça fait vraiment plaisir et on va continuer dans cette lancée à faire encore d'autres reportages. Donc voilà, restez très connectés au Goûter Panafricain, il y a beaucoup de belles nouveautés qui vont arriver. Aujourd'hui, je suis accompagné des habitués de ce podcast. On a en haut à droite, on a Aton. Comment tu vas, Aton? Alors, il faut juste... à tous. Yes. Donc vraiment force et courage à tous. Donc et pour ce podcast, on fait une petite prière chez nous. On dit Ankunja Seneb et voilà, ça avance encore de la force et pour qu'on aille encore plus loin encore. Mais ok à tous. Très très bien. Juste à côté à gauche, c'est notre invité mystère, c'est Ashen Sout. Comment tu vas, Ashen Sout? Alors, merci encore une fois donc, de m'inviter. Merci à mes compagnons, à Hathor, à Thibaut et à toi. Donc, tu m'invites encore une fois à participer. Merci encore, Thomas. Merci à toi, c'est toujours un plaisir. Et en bas à gauche, on a le président d'Africain d'Africain du Monde, Thibaut Obou. Comment tu vas? Je vais très très bien. Merci Thomas, merci tout le monde. Hein. Merci Dissou, merci Aton pour votre vivacité, on va dire toujours dans le bon sens et dans le bon combat. Très très bien. Et merci aussi nos auditeurs. Bien sûr, ils sont de plus en plus nombreux. On vous invite toujours à vous abonner à la chaîne, c'est très important, à commenter, à partager aussi le podcast. Alors, au sujet du jour, alors bien sûr la chaîne elle est tournée, c'est Goûter Panafricain, c'est tourné pour le panafricanisme et la communauté noire. Mais aujourd'hui on va s'intéresser à l'actualité, on ne peut pas passer à côté, c'est la situation Ukraine-Russie. Alors qu'est-ce qui se passe en ce moment dans les médias francophones? On voit partout que la Russie a envahi l'Ukraine. Mais en fait, il faut creuser un peu plus et avoir une vue plus d'ensemble de la situation. Un petit résumé avant qu'on rentre dans ce podcast. Donc moi, la situation, elle démarre depuis très très longtemps, mais j'ai voulu commencer à partir de 91 et surtout à partir du 25 décembre 91 où c'est la date de la fin de l'URSS, en fait, de l'Empire soviétique, qui était dirigé par Mikhail Gorbatchev. Et le monde, en fait, était un peu coupé en deux. Il y avait le bloc Est et le bloc Ouest, on va dire l'Occident et le côté soviétique. Et donc, il y a la chute du mur de Berlin. L'Allemagne a été coupée en deux, il y a la chute du mur. Le réformateur, donc Gorbatchev, à ce moment-là, va avec les États-Unis chercher à unir, en fait, à créer un monde plus uni où il y a la Russie, les États-Unis et aussi des pays d'Europe qui vont être, on va dire, qui vont créer une sorte d'union, une grande puissance. Ça, à peu près dans les années 90. Sauf que la Russie, qui n'est plus l'URSS, en fait, qui devient à ce moment-là la Russie, elle perd dans la bataille, en fait, elle perd des pays qui lui appartenaient, des pays soviétiques, dont il y avait aussi l'Ukraine. Ça, on en parlera juste après. Quand les États-Unis et l'Europe et la Russie veulent créer cette union, il y a la Russie qui est d'accord, mais qui demande juste qu'on n'envahisse pas ses anciens territoires. L'OTAN qui est le groupe, l'alliance militaire créée en 1949 par les États-Unis et des pays d'Europe qui était un petit peu dirigée vers la Russie, l'OTAN promet qui vont laisser tranquilles les anciens pays soviétiques et qui ne vont pas
qui vont pas les envahir. Donc là, pour l'instant, tout est bon, tout paraît carré. Sauf qu'à partir des années 90, notamment en 99, l'OTAN commence à inviter la Pologne, la République tchèque et la Hongrie à la rejoindre. Alors que d'habitude, ils avaient dit qu'on n'envahit personne, on touche à personne. La Pologne, la Hongrie, la République tchèque, pour l'instant, ça ne dérange pas la Russie parce que c'était pas leur pays qui était dans l'Union soviétique. Sauf qu'à partir de 2004, et là on est avec le président George Bush, qui est à la tête des États-Unis, George Bush déclare que la Bulgarie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie intègrent l'OTAN. Et là, ça pose problème à la Russie qui explique, ça c'était surtout la Lettonie, l'Estonie, la Lituanie, si je ne me trompe pas, qui faisaient partie des pays soviétiques. Et à ce moment-là, la Russie parle de trahison. Et c'est à ce moment-là que s'enveniment les affaires, la situation s'envenime. À partir de 2000, 2003 et 2004, il y a l'Ukraine et la Géorgie il y a des mouvements qui sont pro-occidentaux qui éclatent dans ces deux pays. La Russie intervient militairement dans ces deux pays. Et en 2013, en Ukraine, il y a une manifestation qui va être très très célèbre, qui s'appelle la révolte de Maïdan, où le président qui est à l'époque pro-russe, le président ukrainien Viktor Yanukovych, va être destitué de ses fonctions. Et à ce moment-là, l'Ukraine se rapproche dangereusement de l'Occident et de l'Europe. Et ça, la Russie est contre, et c'est à cause de ça que cette situation, on en arrive à peu près à cette situation où la Russie part en guerre parce qu'elle estime qu'elle a été trahie par l'Europe, l'OTAN, les États-Unis, et qu'ils n'ont pas respecté les règles du contrat, et ils veulent défendre leur territoire. Je voulais avoir, après ce bref résumé, je voulais avoir votre avis sur cette situation Ukraine-Russe. Et commencer déjà avec cette première question très simple. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation, l'Ukraine et la Russie? Je vais commencer par Hachensout, qui va démarrer. Ensuite, je vais passer la parole à Thibaut et à Aton. Merci Thomas pour cette introduction. C'est vrai qu'on s'y perd. C'est-à-dire pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'informations autour de la Russie, l'Ukraine, et ces informations-là sont issues à la fois de ce qu'on appellerait les médias officiels, les médias qui acceptent de dire et de reprendre à foison les théories et puis les positions des États, des gouvernements. Et là, on a un petit peu de mal à s'y retrouver. Donc, encore une fois, merci pour ce résumé. On est à se dire, est-ce que Vladimir Poutine est de glace? Apparemment, non. Si c'est vraiment attesté que les propos qu'on lui prête sont vraiment les siennes, pour moi, on est dans la normalité des choses. C'est un humain comme un autre et un chef de gouvernement. Il a un État protégé, il a une souveraineté à sauvegarder. Donc, regardons l'histoire se faire sous nos yeux, et non pas regarder les actualités officielles, défaire l'histoire sous nos yeux. Voilà, c'est le début. Très très bien. Très très bien. Alors, je vais passer la parole à Aton, savoir qu'est-ce qu'il pensait de cette situation Ukraine-Russe, et ensuite je passerai la parole à Thibaut. Et notamment, ce que vient aussi de dire Hachensout sur la position de Vladimir Poutine sur sa déclaration. Ouais, je suis toujours orienté vers le mien, donc j'espère qu'on en parlera. Bien sûr. Mais c'est vrai que pour introduire ça, moi je suis toujours en géopolitique. Je pense que Poutine c'est la personne de l'année 2022 parce que il montre un caractère fort face à l'Occident. C'est, je pense, l'un des seuls blocs avec la Chine en alliance qui peut s'opposer à l'Occident aujourd'hui. Il n'y en a pas d'autres. Je pense que l'Afrique, on n'en parlera pas. L'Amérique du Sud non plus. Pour ça, je considère qu'une seule chose, c'est que on considère que les puissants. Ce monde ne considère que les puissants. Si vous avez l'arme atomique chez vous, on va vous respecter. Si vous avez
des ingénieurs ou des personnes orientées qui protègent son pays, on va vous respecter. Si vous avez des gens intègres qui aiment leur patrie, on va vous respecter. C'est ce que montre le début de ce conflit, en espérant qu'il soit le plus court possible, parce que personne n'aime les conflits de guerre. Mais on voudrait franchement que l'Occident, à travers l'OTAN, on se demande son utilité encore. Ça sert à quoi l'OTAN? On se demande encore son utilité. À travers cette guerre, puisse au moins comprendre que le monde aujourd'hui est multipolaire et pas unipolaire, tel que le présentent les États-Unis et l'Occident, avec les pions tels que la France, l'Angleterre et ces pays qui suivent. Et il faut vraiment comprendre la puissance que nous oppose la Russie. Elle protège simplement ses frontières, quoi. Moi, je le comprends simplement comme ça, en espérant me tromper un jour. Et je pense que tout peuple a le droit de se protéger. Ok. Moi, pour répondre à ta question, quand tu dis à quoi sert l'OTAN, tout simplement, l'OTAN, elle sert à marginaliser la Russie. C'est l'alliance de l'Europe et des États-Unis face à ce bloc russe, tout simplement. Thibaut, qu'est-ce que tu penses alors sur cette situation Ukraine-Russe et ton avis? Et après, on parlera, tu en as parlé tout à l'heure, on parlera des Noirs, tout ça, la situation aussi face à ce conflit. Mais pour l'instant, qu'est-ce que tu en penses de cette situation, ton point de vue? Oui, en tout cas, j'ai beaucoup apprécié les deux introductions, y compris la tienne. Elle a été très bien. Elle a été historique, avec des dates. Elle a permis aux gens de bien comprendre. Et moi, je vais essayer de faire un peu sur la longueur. C'est-à-dire que faut vraiment comprendre la démarche que depuis plus de 1000 ans ont eu à la fois l'Europe et avec leur renaissance en Amérique sur les autres continents. C'est-à-dire que pendant longtemps, ils ont toujours marché à la canonnière en groupe. Pendant longtemps, ils se sont adossés soit à l'Église, sur le pape, qui sortait une bulle pour autoriser les Européens à aller en Afrique pour pouvoir faire la guerre, et aussi sur les hommes d'affaires, pour qu'ils puissent chacun dégager des fonds pour aller faire la guerre aux pays africains, en Amérique et en Australie. Et nous sommes dans la même logique. Et pendant longtemps, ils ont signé des contrats comme ils ont fait ici avec la Russie, plusieurs accords depuis 30 ans, et aussi depuis 8 ans, notamment avec les accords de Minsk. Il faut dire qu'effectivement, nous perdons de la force, nous nous disloquons, et certains de nos États vont rentrer dans l'Europe. Mais la seule chose que nous vous demandons, c'est de ne pas venir à nos frontières. Si vous ne venez pas à nos frontières et que certains États qui sortent sont neutres, comme la Suède, la Norvège ou la Suisse, sont neutres dans ces conditions, nous, ce qui nous intéresse, c'est de nous réorganiser et de faire une politique économique pour nos populations et aussi pour tous ceux qui sont dans nos zones. Il s'est trouvé que comme il y a 1000 ans, les Européens n'ont jamais respecté un contrat, qu'il soit écrit ou qu'il soit verbal. C'est ce qu'on observe. Sauf qu'aujourd'hui, ils ont affaire à un État qui est organisé, qui est armé et qui a subi en Europe ce qu'on appelle le premier esclavage, d'où le mot slave, c'est-à-dire l'esclave, c'est-à-dire la Russie actuelle. Pendant longtemps, l'Europe a soumis la Russie en esclavage. Ça a duré du 8e siècle jusqu'au 15e siècle. C'est ce qu'on a appelé l'esclavage des Blancs. C'était très long. Et ça, c'est sur la Russie, y compris toutes les autres là, qui se sont disloquées. Donc, dans la conscience russe, il y a cette idée de trahison. Il y a aussi cette idée de dire que, mais à chaque fois, nous faisons un pas vers ceux qui nous ont soumis pendant des siècles, pendant plus de 8 siècles, mais on se retrouve toujours à nu. Pendant les deux guerres, comme l'a dit tout à l'heure Adjessou, la Russie a sauvé l'Europe en venant chasser les nazis. Aujourd'hui, ces mêmes nazis se sont reconstitués et ils sont en Ukraine, juste en face de la Russie, pour faire la guerre
à la Russie, alors que c'est la Russie qui a chassé ces nazis de l'Europe et qui a permis à l'Europe de se réorganiser. À tel point que dans les rues françaises, vous avez avenue de Stalingrad, avenue de ceci, cela. C'est en l'honneur de ces personnes qui ont perdu leur vie pour venir défendre l'Europe en toute honnêteté. Donc pendant longtemps, les Russes ont été vraiment l'un des pays, on va dire, on dit souvent qu'en politique, bon, c'est souvent un monde un peu très vache, un monde des coups tordus, mais sur un siècle, on a vu que la Russie a été vraiment loyale dans ses accords, dans ses agissements, et puis dans les soutiens au peuple en révolution. Cuba, pratiquement toute l'Afrique, c'est-à-dire l'Angola, les Cap-Verts, Mozambique, Zimbabwe, l'Afrique du Sud, tous ces pays, l'Algérie, si tous ces pays sont aujourd'hui indépendants, ils ont eu un concours russe pour être indépendants. Donc je pense qu'aujourd'hui, avec la désinformation, comme l'a si bien dit là-dessous, les télévisions européennes en général sont tellement habituées à une désinformation qu'ils ont poussé cette désinformation à outrance en interdisant les chaînes russes. C'est-à-dire que si on considère qu'il faut une information fluide, ben il faut deux voies. C'est-à-dire que nous regardons les images de la Russie, on regarde aussi les images qu'ils ont ici, et on compare pour voir mais d'où vient effectivement la vérité. Mais on se rend toujours compte qu'à chaque fois qu'il y a un conflit, notamment on se rend compte qu'en Irak, mais on a un seul point de vue. Ouais. Un seul point de vue. CNN, CNN, CNN et CNN. Oh, là, récemment, en Libye, on avait quoi? RFI, RFI et RFI. En Côte d'Ivoire, on a France 24. France 24, c'est là qu'il n'y a pas autre chose. Ça démontre encore une fois que nous sommes dans une, enfin disons, l'Europe et les États-Unis sont dans une culture, on va dire, de mensonges. Et ça a toujours été ainsi. Qu'il s'agit de l'école, qu'il s'agit des universités, qu'il s'agisse de l'armée, parce que en clair, ils n'ont jamais donné de vraies informations sur les décomptes, sur ce qu'ont fait leur armée un peu à l'extérieur, et puis la population n'est pas informée. La population, elle est en communication, c'est-à-dire que la population, elle est dans un système de fabrication de mensonges, et elle est éduquée là-dedans. Par exemple, je déplore un peu qu'à la place de la Bastille, il y a eu Taubira qui s'est dépêché pour y aller pour un soutien à l'Ukraine. Je le déplore sincèrement. Pourquoi? Parce que je pense qu'on est arrivé dans une voie où c'est la vérité qui doit triompher du mensonge. Et qu'en étant toujours du côté du mensonge, au final, on finit par le payer. Et que ça ne sert pas réellement à l'Ukraine de choisir cette voie. Pourquoi? En ce moment, les Européens envoient des armes à l'Ukraine. Pourquoi? Envoyer des armes à une population qui ne sait pas s'en servir, qui ne sont pas prêts et qui ne sont pas réellement aguerris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils veulent que leur communication soit émaillée, étayée on va dire, de la sensation. Parce qu'effectivement, si les populations civiles sont armées, forcément, ils vont tirer. Et s'ils tirent en face, ils tirent sur des professionnels. Et les professionnels vont réagir. Et en réagissant, on a un massacre. Donc en fait, ils veulent qu'il y ait un massacre. Alors qu'ils savent pertinemment que l'Ukraine aujourd'hui, dans son état militaire, ne peut pas tenir face à la Russie. Ça, c'est un. Deuxièmement, l'Europe tout entière, on met toute l'Europe ensemble avec l'OTAN, ne peut pas tenir face à la Russie. Donc, en regardant les choses en face, je pense qu'ils auraient pu se retirer et repartir sur la table des négociations pour dire, bah, écoutez, effectivement, nous nous sommes trompés, nous n'avons pas respecté nos accords, nous nous retirons et nous permettons à l'Ukraine de se réorganiser et de trouver un président qui n'est pas nazi et qui vraiment travaille dans le sens de sa population avec son territoire naturel qui est la Russie et des accords avec l'Europe. Ça, c'est pas... Mais en livrant des armes, sachant pertinemment qu'ils ne pourront rien faire avec, je trouve que c'est alimenter de façon gratuite on va dire, un hécatombe. C'est malheureux. Donc cette
cette guerre que nous regardons, il y a beaucoup de désinformation. Et en fait, je voulais, c'est très bien que tu aies parlé de ça parce que je voulais vous lancer sur ça, sur votre point de vue, sur l'attitude des médias, notamment occidentaux, français, qui crée, comme tu as dit un peu Thibaut, un seul point de vue en fait. On voit juste la Russie diabolisée, alors que si, comme je disais en préambule dans mon intro, il fallait prendre un peu plus de recul et voir la situation en global parce que si on s'arrête que sur ce seul point de vue, bah oui, forcément, les grands méchants, c'est la Russie. Mais si on voit beaucoup plus loin, on se rend compte que, bah non, en fait, il y a eu des traités, il y a eu des accords, et comme disait Thibaut, la plupart du temps, bah, ceux qui trahissent ces accords, bah, c'est l'Occident, c'est l'Europe, c'est les États-Unis. Et bah, qu'est-ce que vous pensez bah, de cette sorte de désinformation qu'ont les médias, pour la plupart bah, français? Est-ce qu'on n'est pas face à une propagande, mais déguisée? Et ensuite, je vais rebondir sur ce qu'a pu dire aussi Kémy Seba, qui avait traité ce sujet. Hachensout, qu'est-ce que tous les temps pensaient sur ce sujet? Alors, il est commun donc de dire que les médias sont aussi un pouvoir. Hein, c'est un pouvoir effectivement sur la population. C'est aussi un instrument de propagande, hein, en quelque sorte. Et puis, ça influe sur le comportement donc des personnes qui s'alimentent uniquement donc à la pensée officielle, au dire d'autorité qui se propage et qui se diffuse le matin, le midi et le soir. Là où on est en droit de se poser, c'est est-ce qu'on assiste à une guerre tout azimut, c'est-à-dire une guerre à la fois médiatique, une guerre économique, une guerre aussi sur le plan donc réel, hein, c'est-à-dire avec des troupes hein, qui vont envahir un pays. Je suis en droit de me le demander parce que lorsque l'on assiste à ce que vient de faire de ce que vient de déclarer Poutine, c'est aussi une guerre qui est une guerre, disons, pas asymétrique. Elle est vraiment une guerre à deux niveaux. C'est-à-dire que Poutine, que l'on croirait en quelque sorte pour certains manquer de discernement, affirme que pendant un certain temps, il a laissé faire. Et les médias se gardent bien de dire la réalité des choses. Et Poutine a justement rappelé que la Russie, ce grand territoire qui n'est pas n'importe quoi, l'Union, puisqu'elle est héritière de l'Union des républiques socialistes soviétiques, ont apporté leur soutien donc justement aux pays européens lorsqu'ils se trouvaient en difficulté. Et ça, les médias se gardent bien justement de mettre à l'honneur cette Russie-là. Alors, je me permets donc justement de rappeler ce que disait Vladimir Poutine, si vous me le permettez. Parce que lorsque l'on dit que les médias ne rappellent pas les choses, on entend peu parler de ce que dit de l'allocution entière de Vladimir Poutine. Moi, je n'entends pas que l'on reprenne à foison ce que dit Vladimir Poutine. Et je reviendrai tout à l'heure sur ce qu'on appelle l'eurocentrisme, qui est un concept, européen est un concept. C'est-à-dire que dit Vladimir Poutine, je me permets de le lire, hein, ça va être bref, hein, excusez-moi, il dit « Il est bien connu que depuis 30 ans, nous essayons avec constance et patience de parvenir à un accord avec les principaux pays de l'OTAN sur les principes d'une sécurité égale et indivisible en Europe. En réponse à nos propositions... Recule-toi un tout petit peu du micro. Recule-toi un tout petit peu, s'il te plaît, oui. du micro. En réponse à nos propositions, nous nous sommes constamment heurtés, soit à des tromperies et à des mensonges cyniques, soit à des tentatives de pression et de chantage. Alors que dans le même temps, l'Alliance de l'Atlantique Nord, malgré toutes nos protestations et nos préoccupations, ne cesse de s'étendre. La machine de guerre est en marche et, je le répète, s'approche de plus près de nos frontières. La réponse est claire. Tout est clair et évident. L'Union soviétique s'est affaiblie à la fin des années 80 avant de s'effondrer complètement. Toute la suite des événements qui se sont alors déroulés est aujourd'hui une bonne leçon pour nous. Elle a montré de manière convaincante que la paralysie du pouvoir et de la volonté est le premier pas vers une dégradation totale et une disparition complète.
Il a suffi que nous perdions un temps notre confiance et voilà le résultat. L'équilibre des forces dans le monde a été rompu. Cela a conduit au fait que les traités et les accords précédents ne sont plus dans les faits appliqués. Vladimir Poutine indique deux choses. Il a baissé la garde. Et lorsqu'il a baissé la garde, les Européens ont fait un pas vers la Russie. Et deuxièmement, il indique qu'avant ça, les Européens ont nié certains accords. Ils ont nié certains accords, mais on va encore dire que les Russes sont patients. Parce que l'OTAN a été créée, et je le rappelle, le 8 janvier 1949. Elle avait pour objectif de porter l'attaque en définitive. Alors, porter l'attaque, c'est un mot fort, parce que l'origine de l'OTAN, je cite Lord Ismay, c'est le rôle qu'il donne à l'OTAN qui consiste à garder la Russie, les Russes à l'extérieur et les Américains à l'intérieur et les Allemands sous tutelle. Voilà la définition de l'OTAN. Donc déjà, la création de l'OTAN, c'était une visée belliqueuse à l'égard de la Russie. C'est-à-dire que la Russie est définie comme un ennemi par définition. Il faut dire qu'en 1949, il y avait la guerre froide. Mais à l'égard donc de ces velléités guerrières, le pacte de Varsovie a été créé après, le 14 mai 1955. D'accord? Elle a été créée en réponse à la création de l'OTAN. Elle a agrégé autour d'un pacte de soutien mutuel entre les pays. Donc, si un est attaqué, donc ils viennent porter défense au niveau logistique, au niveau des forces armées, pour pouvoir repousser l'ennemi, elle a été faite après la création de l'OTAN. Donc, lorsque la presse, et je le dis bien la presse, je ne vais pas parler d'autre chose, amène une information, il faut savoir quel type d'information. Et on est en droit de s'interroger ici, est-ce que nous avons en tant que citoyens du monde, les citoyens du continent, parce qu'on va être entraînés dans cette volonté de guerre qu'a l'Occident à l'égard donc de la Russie, est-ce que nous avons aussi le droit de dire que nos médias portent en avant uniquement l'idée d'une certaine guerre et les conséquences, effectivement, ce seront encore le peuple qui va effectivement la porter sur son dos. Voilà. Très bien. A-t-on ton avis sur la position des médias et ton avis sur ça? Ouais. Les médias, Noam Chomsky, faut savoir, on a toute la pensée occidentale à l'intérieur de ce qu'ils pensent, comment ils le font, comment ils interviennent et comment ils font les choses. C'est la fabrique du consentement, ça s'appelle, Noam Chomsky. C'était mon livre du jour, mais à travers ça, on voit comment ça fonctionne. On va pas se le cacher, depuis tout à l'heure, Hachette l'a stipulé, la fabrication des médias, aujourd'hui, c'est plus à redire, on a une fausse information, on n'est pas informé, on est, comme on le disait tout à l'heure, l'information n'est pas claire pour chacun, et la seule information, la libre information qu'on puisse avoir, je pense que c'est peut-être sur notre site d'ailleurs, on va pas se faire un peu de pub, sur Côté Panafricain, où on peut avoir peut-être une information alternative. Mais pour en revenir à ce qui se passe là, moi je suis super outré moi de ces conséquences de guerre où les nôtres sont toujours pris entre deux feux. Et moi ça me fait mal. Moi ça me fait mal, ça me tiraille. Dès que le peuple africain est touché, ça me fait mal. Parce qu'une guerre, normalement, ne devrait pas atteindre ça. Il devrait y avoir une sorte de... Peut-être que nos gouvernements, dans nos pays, devraient être refaits, puisque dès qu'il y a un qui est touché à l'extérieur, c'est tout le peuple qui devrait être touché. Et aujourd'hui, ce n'est pas encore ça. Il devrait encore avoir une cohésion africaine pour soutenir les nôtres. Parce qu'on ne va pas se cacher, cette guerre-là, il y a des étudiants, il y en a plus de 30 000 étudiants qui quittent l'Afrique pour aller principalement en Europe.
principalement en France ou en Angleterre, mais aussi éventuellement dans les pays de l'Est. Et aujourd'hui, en Ukraine, ma population est touchée et ça me brise le cœur parce que aujourd'hui, au moment où on parle, où on enregistre cette vidéo, il fait moins de en Ukraine. Et aujourd'hui, notre population dort dehors parce qu'il n'y a plus de bâtiments solides pour les accueillir. Voilà, c'est ça qui me brise le plus le cœur. L'OTAN puisse exister, puisse faire son économie derrière. On sait que c'est le mafieux américain qui est derrière. La Russie aura de quoi s'abriter, mais nous, non. Voilà, c'est ça qui me touche. C'est très vrai ce que t'énonces, parce que effectivement actuellement il y avait des Africains en Ukraine, et il y a beaucoup de vidéos qui tournent sur Internet comme quoi les autorités ukrainiennes leur empêchaient en fait de passer la frontière pour aller dans des zones sûres, enfin c'est de sécuriser, et laisser passer les Ukrainiens à leur place. Alors j'ai vu d'ailleurs, j'ai vu un document comme quoi il y avait Alassane Ouattara et d'autres présidents africains qui s'offusquaient de cette situation. Mais est-ce que ça va changer les choses? Mais je suis surpris, Thomas, on peut se poser la question, mais pourquoi il n'y a pas une cohésion africaine? On est sur côté panafricain. Panafricain, ça veut dire ensemble. Pourquoi il n'y a pas je sais pas, la Côte d'Ivoire qui envoie un avion amené par le Ghana en soutien par je sais pas, d'autres puissances africaines qui puissent envoyer 3 Boeing, ça coûte rien, 3 Boeing dans un pays voisin, on remet tous nos ressortissants là-bas, on les renvoie en Afrique, il reste 15 jours, on leur explique la situation, et dès que ça ira mieux, on les renvoie pas, même en Europe. Pour moi, je ne veux pas les renvoyer en Europe. Qui reste en Afrique? La bonne éducation, on l'aura contre nous. On l'aura contre les Africains. C'est pas normal qu'il y ait des Africains qui ne maîtrisent pas l'Est de l'Afrique, comme qu'il y ait des Africains de l'Est de l'Afrique qui ne maîtrisent pas le Sud de l'Afrique. On doit maîtriser notre continent sur les dents. C'est notre continent à protéger en avant-première. On doit faire nos études en Afrique et pas ailleurs. C'est mon discours. Et c'est très bien que tu parles de l'Afrique et du panafricanisme, parce que on va commencer à prendre un autre point de vue, donc le point de vue panafricain. Et notamment, je voulais rebondir sur la vidéo de Kémy Séba qu'il a fait il y a pas longtemps récemment sur ce conflit, où je paraphrase ses propos. Il explique déjà de faire attention à sa grille de lecture, comme on l'a dit tout à l'heure, que les médias français influençaient l'opinion et diabolisaient la Russie, alors que c'était tout le contraire, ce que la Russie, dans ses propos, a été découpée, a été mise à cendre à partir de la chute du mur du Berlin. Et il faisait la parallèle avec l'Afrique, où l'Afrique aussi a été découpée, mise à cendre, et exactement découpée, mise à cendre, et ça a été fait pendant la conférence de Berlin. Donc il y a un peu des similitudes. Ça a toujours été à Berlin. Et il disait que les pays qui ont été qui ont mis en esclavage une population, qui ont colonisé une population, qui ont mis plus bas que terre une population, pour l'instant, c'est pas la Russie, mais c'est les bons gentils, comme on montre dans les médias, c'est les États-Unis, et c'est les pays européens, notamment la France, c'est eux qui ont fait ça, alors que la Russie n'a pas fait ça. Et il disait... 2 bases militaires russes. Ils ont que 2 bases militaires russes. Ouais. Et encore, ils se trouvent dans le sud, vers les... Enfin, la Russie n'est pas du tout une pieuvre capitaliste telle que l'est l'Occident. Ouais, et ce que disait Kémy Séba, c'est qu'il déplorait l'attitude des pays, certains pays africains qui étaient soumis à l'Occident et qui, bien sûr, ne disaient rien et allaient dans le sens des Européens à condamner la Russie, tout ça. Il déplorait cette situation de soumis. Et je reviens un petit peu à ton propos que tu as dit au départ, Aton, qui était très intéressant. En fait, cette image de ce conflit, en fait, on voit en fait la puissance de deux. En fait, ça symbolise la puissance de 2 nations. En fait, on a d'un côté la Russie et de l'autre côté l'Europe et les États-Unis, et ils ont une puissance notamment économique et nucléaire. Mais on se rend compte que il manque des personnes, enfin des pays, des continents sur la carte, et notamment l'Afrique. C'est là que ça se met vraiment en lumière quand on voit ce genre de conflit. Je
je vais être clair pour finir mon propos. Ouais. Il nous faut l'arme nucléaire. Et même pas que, il faut l'arme nucléaire. En fait, l'arme nucléaire, une arme dissuasive qui nous permettrait de ne plus nous faire envahir, conserver nos matières premières, conserver nos ingénieurs, conserver notre savoir-faire. Ceux qui veulent partir en diaspora, qu'ils le restent, mais qu'il nous faut refaire une autre mentalité africaine. Et franchement, maintenant, ça suffit. Il faut vraiment recommencer cette recolonisation africaine par les Africains. Mais ça paraît tellement simple à penser que seul aujourd'hui, je répète mon dicton, on ne respecte que le puissant. Ouais. Je vais rebondir. Je vais faire un autre tour de table sur ça. Sur cette situation, Thibaut, qu'est-ce que tu penses de l'attitude que pourrait avoir l'Afrique dans ce conflit? Et est-ce que tu es assez d'accord sur les propos de Hatton, comme quoi les pays africains, au lieu d'être à chaque fois dans le sens de l'Occident, devraient peut-être prendre un pas de recul et se concentrer sur eux-mêmes, et notamment acquérir une certaine puissance, que ce soit nucléaire ou économique, pour peser dans la balance du monde. Qu'est-ce que tu en penses de cette situation? Cette fois, maintenant, sur le point de vue panafricain et africain. Oui. Donc, bon, déjà, je pense que tous nos pays africains doivent, dès maintenant, négocier rapidement avec la Russie et l'Ukraine. Excuse-moi de te couper. J'ai oublié de dire à la fin de mon propos, c'est vrai que Kémy Séba disait dans son propos que pour lui, Vladimir Poutine n'était pas le Messie. Voilà, il a bien expliqué dans son propos. Il a dit aussi que les Noirs en Russie sont pas non plus, c'est pas le paradis aussi pour eux. Mais dans son propos, il sous-entendait qu'il était plus derrière la Russie parce que la Russie fait face à une situation que l'Afrique a aussi connue et ils défendent leur territoire et pour lui c'est normal que la Russie réagisse. Voilà, je te laisse continuer. Pour l'Ukraine, pour qu'il y ait des vols qui viennent chercher tous les ressortissants africains qui sont coincés en ce moment en Ukraine. Et ça peut se faire parce que en ce moment, la Russie a des bonnes relations avec certains pays africains et ça peut se faire rapidement. Donc j'en profite pour lancer un message aux dirigeants africains d'aller chercher ici et maintenant tous les Africains qui sont coincés en Ukraine. C'est dans c'est leur possibilité. Ils ont été mis là pour ça et ils doivent le faire. Et il faut que ça se fasse. Ceci étant, on sait que le Nigeria a essayé de faire un couloir pour que ces Africains puissent partir, mais c'est pas assez. Il faut quelque chose de grand, quelque chose de coordonné, et que ça doit se faire. Et c'est possible. Parce que bientôt, je pense que la Russie aura la possibilité, la main pratiquement sur toute l'Ukraine. Donc il y a une possibilité de se faire. Mais avant ça, je pense que les pays africains ne doivent pas attendre que le conflit éclate. Ils savaient pertinemment depuis 2 ans qu'il y avait la possibilité d'un conflit en Ukraine. Donc on devait déjà dès ce moment-là faire un rapatriement de tous ces ressortissants qui étaient en Ukraine pour qu'ils puissent entrer. Ça, on le savait. On ne devait pas attendre en ce moment pour laisser ces jeunes-là face au canon alors qu'ils n'ont rien à y faire. Ça, c'est un. Deuxièmement, je suis d'accord avec Hatton, il faut effectivement que les pays africains s'organisent pour pouvoir s'armer et avoir l'arme ultime qui permet le respect. C'est l'arme atomique. Nous avons les scientifiques, il va falloir aller dans ce sens. Parce que tant que... En plus, je vais dire quelque chose qui est quand même intéressant. Le seul pays au monde qui devait même avoir l'arme nucléaire, c'est l'Afrique. Pourquoi? C'est le seul continent qui n'a pas agressé et qui n'agresse personne. Donc si on devait confier l'arme nucléaire à quelqu'un, c'est l'Afrique. Mais bizarrement, l'Afrique a accepté de détruire la seule arme nucléaire qui était chez elle, c'est-à-dire l'Afrique du Sud. C'est un non-sens. Donc il va falloir rétablir ça pour qu'il y ait ce respect. Deuxièmement, on a parlé des sanctions en rétorsion de la Russie par rapport aux sanctions économiques que l'Europe et les États-Unis ont pris. Malheureusement, ça ressemble un peu à du bluff. Pourquoi? Parce que les Européens sachent pertinemment qu'ils ont plus d'entreprises en Russie, et les Américains aussi, ont plus d'entreprises en Russie que l'inverse. Parce que pendant plus de 40 ans, il y a eu une communication qui a été faite
contre la Russie. Donc les hommes d'affaires russes ne sont pas nombreux, à part quelques-uns qui ont des clubs de foot, mais ça c'est pas grand-chose. Et celui qui avait le club de foot de Chelsea l'a vendu bien avant que Abramovich, bien avant que le conflit n'éclate. Et donc je pense que si la Russie aujourd'hui en rétorsion nationalise les entreprises européennes et américaines qui sont sur son sol, ce n'est que justice et ce n'est que le bon sens. Parce que on fait croire à la population que il n'y a que on va dire, des mesures des Américains et des Européens qui vont faire plier ou qui feront en sorte que la Russie soit asphyxiée et qu'elle n'arrive pas à communiquer. Mais pendant longtemps, la Russie s'est préparée. Donc, toutes ces actions, les relations, elle le fait de l'autre côté de sa frontière, c'est-à-dire la Chine, c'est-à-dire l'Iran, c'est-à-dire derrière, on a aussi de l'autre côté au Venezuela, l'Afrique. Donc, ça fait longtemps que la Russie travaille différemment dans le monde bancaire, dans le monde commercial, avec tous ces pays. Donc, en fait, ces mesures qui sont annoncées sur les chaînes de télévision russies, c'est juste la communication. Et puis ça, c'est aussi une question, en fait, on va dire, de niveau quand même de conscience et aussi de niveau intellectuel quand même de la population dans le Canada aujourd'hui. On a comme l'impression qu'on a complètement infantilisé de l'Europe et toutes ces populations. Et donc, les gens sont prêts à accepter ce qui n'est pas acceptable. Est-ce que les Anglais vont accepter qu'il y ait une base militaire dans leurs îles, parce qu'ils sont une île? Pour l'exemple, en Argentine, les Malvines, c'est un caillou. Les Anglais ont pris des avions pour aller bombarder l'Argentine, parce que l'Argentine avait dressé un drapeau sur l'île de Malvines, qui sont vraiment ces îles, hein, du point de vue territorial. Mais ils ont bombardé l'Argentine pour ça, alors qu'ils sont très loin de tout ça. C'est pareil pour toutes les îles qui sont sur le continent africain, qui sont occupées par l'Angleterre. Vous avez l'île comme Ascension, l'île Saint-Hélène, qui sont occupées à 100% par les Anglais. Mais il n'y a pas réellement d'informations sur ce sujet. C'est-à-dire qu'on a comme l'impression que les choses ne peuvent marcher que dans un sens. Mais non, il va falloir que les populations se réveillent et se disent, mais qu'on nous clarifie les choses, qu'on nous dise réellement ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, je rebondis sur les médias. Malheureusement, ici, les médias ont fait un choix. Ils ont fait un choix de jouer, on va dire, la cinquième colonne on va dire, de l'armée. Ils ont fait un choix d'accompagner l'armée dans la désinformation et de faire en sorte que la population ne puisse pas réellement faire un choix. On les met dans un couloir d'information, enfin, on les met dans un couloir de communication, et ils restent dans ce couloir de communication jusqu'à ce qu'ils fassent des gaffes. Et les gaffes, ce que j'appelle gaffes, c'est toutes les manifestations qui sont dans les rues en ce moment, un peu partout, qui donneraient l'impression que l'Ukraine a raison. Mais non, l'Ukraine n'a pas raison. Et les États-Unis non plus n'ont pas raison. Regardez par exemple les États-Unis. Ils ont été capables de bombarder leur propre population à Tulsa. Leur propre population, ils ont bombardé leur propre population. Pourquoi? Parce que la population, ils ont senti que la population, elle était économiquement stable, viable, organisée. Attends, t'as pas précisé leur propre population qui était noire. Faut le dire. T'as oublié de dire qu'elle était noire aussi, cette population. Je pense pas qu'ils auraient... Non, c'est-à-dire que c'est pas un oubli. Ah, ok. C'est pas un oubli. C'est juste du droit international. C'est pas un oubli. C'est pas un oubli. La propre population, parce que déjà, bien avant que les Européens arrivent au XVIIe siècle, il n'y avait que les Noirs de ce côté-là, il n'y avait pas de Blancs. Donc, le problème ne se pose pas du tout. Mais ça veut dire qu'à partir du moment où un État bombarde sa propre population pour une question de racisme, que voulez-vous attendre qu'elle puisse faire ailleurs? Vous voyez?
Donc moi je pense qu'aujourd'hui, il faut que nous donnions, c'est pour ça, Aton l'a si bien dit, il faut que le goûter panafricain donne les bonnes informations à tout le monde et à nos publics qui nous suivent, pour dire, mais écoutez, aujourd'hui, le monde est en train de changer sous nos yeux. Aujourd'hui, le monde change avec l'écroulement de l'Europe et de l'Amérique. C'est ce qu'on est en train de voir, parce que les sanctions qui viennent de sortir de Poutine, si elles sont maintenues, vous allez voir que la crise économique, elle va grimper, parce qu'on était déjà dans une crise due au Covid, qui a mis pratiquement toutes les entreprises européennes et françaises à terre. Et là, on a une guerre économique, cette fois-ci, qui fait en sorte que la Russie, qui livre pratiquement du gaz à toute l'Europe et à l'Allemagne, c'est quand même bizarre. C'est-à-dire que dans la langue africaine, on dit souvent qu'il ne faut pas scier l'arbre sur lequel tu es assis. C'est-à-dire que c'est la Russie qui livre du gaz à l'Europe. Et eux, ils font semblant, je dis bien, ils font semblant de prendre des sanctions contre la Russie. Mais là, c'est que les entreprises sont nationalisées. Supposons que les entreprises prennent aussi une mesure pour dire nous arrêtons de livrer parce que nous sommes en état de guerre, parce que ce qui est logique, en état de guerre, on ne livre pas son ennemi, c'est vraiment rare. Nous arrêtons de livrer du gaz à l'Europe, vous allez voir que la crise économique va être encore très très profonde. Donc nous assistons ici à des cartes qui sont en train de s'écrouler, à une réorganisation qui est en train de se mettre sur nos yeux. Nous allons voir des États qui vont pousser, notamment la Russie, la Chine, et puis l'Afrique va se relever aussi. Et donc j'en profite aussi quand même pour dire quelque chose sur nos dirigeants africains. Vous savez, quand vous avez un allié qui vous aide à vous équilibrer, je parle le cas du Mali, le cas du Centrafrique et d'autres pays, l'Algérie, mais quand cet allié est en difficulté, vous pouvez quand même faire une déclaration de principe. Vous n'êtes pas obligé de vous taire, puisqu'il sauve votre vie en vous livrant des armes, en vous livrant des instructeurs pour que vous soyez debout, et à votre tour, il y a une guerre, on n'attend rien de ce côté. Donc, ici et maintenant, je demande aux autorités et aux gouvernements africains de faire des déclarations claires de soutien à leurs alliés. Dans toutes les guerres, il y a des alliés. Ils peuvent être neutres, ils choisissent. Au moins, il faut qu'on entende ça. Parce que, d'un côté, les Russes ne peuvent pas donner leur population et leurs enfants à aller mourir sur les terrains d'opérations africaines, et les Africains vont se taire quand il y a une guerre contre la Russie. C'est pas normal. Bon, je pense qu'il va falloir qu'ils sortent de leur tanière et qu'ils fassent des déclarations de neutralité s'ils veulent, mais qu'ils soient clairs, parce que dans tous les cas, ils ne peuvent pas compter sur l'Amérique ni sur l'Europe pour pouvoir les défendre. Ça fait plus de 200 ans, ils sont menacés quotidiennement, il y a des bases militaires sur leur territoire, leurs richesses partent de l'Afrique vers l'Europe et les États-Unis. Donc aujourd'hui, il y a un redessinement de la carte géopolitique. Il va falloir qu'ils se positionnent de façon claire, parce que le fait qu'ils ne disent rien, ça ne veut pas forcément dire qu'ils ne sont pas attaqués. Bon, je pense que dès maintenant, qu'ils prennent position et qu'ils soutiennent leur allié. Ok, alors c'est très bien ce que tu as dit parce que ça rebondit sur le sujet. Je vais donner la parole à Shensu. Qu'est-ce que tu penses des pays africains dans cette position? Quelle doit être leur position? Doivent-ils prendre parti pour la Russie ou au contraire pour l'Europe? Qu'est-ce que tu en penses, toi, Shensu? Alors, merci de me laisser la parole. J'ai vu qu'il y a pas mal de choses qui ont été dites là jusqu'à maintenant. Donc, je voudrais juste revenir sur ce que tu as proposé par rapport à Kémy Séba. Ouais. C'est-à-dire qu'à antienne et à volonté, on se gave donc de mots. Et je suis tout à fait, j'adhère donc à ce qu'a dit Kémy Séba, sauf qu'il y a à préciser les choses. La première, c'est que l'union donc des républiques socialistes soviétiques, excusez-moi, républiques populaires, donc l'ex-Union soviétique, contenait un certain nombre de pays qui ont été donc désintégrés. Et que ces pays, où est-ce qu'ils sont allés à votre avis? Ils ont intégré l'Union européenne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut se poser la question, est-ce que ces pays qui faisaient partie de l'Union européenne, et que Kémy Séba, et moi je suis d'accord là-dessus,
la Russie n'a pas été à proprement parler dans les guerres donc impérialistes. Mais ces pays qui sont sortis de l'Union soviétique, qui vont intégrer l'Union européenne, vont-ils endosser, vont-ils hériter de ce passé donc colonial, donc que ce soit la Attends, France. juste une seconde. Thibaut, est-ce que tu peux couper ton micro? On entend du bruit à côté de toi, si tu m'entends. Thibaut n'est pas là. Ouais, Thibaut, est-ce que tu peux couper ton micro par hasard si tu peux, hein? C'est bon, c'est bon. Ok, ça marche. Vas-y, voilà, donc est-ce que éventuellement ces pays, donc on peut appeler la Lettonie, la Lituanie, etc., et j'en passe, hein, je vous laisse chercher, est-ce que ces pays-là sont prêts et vont endosser effectivement le passé colonial donc des pays européens qui ont ça dans leur ADN culturel? D'accord? Puisque ces pays-là, comme on dit, l'URSS n'a jamais colonisé, ces nouveaux pays vont endosser et hériter et vont devenir effectivement des pays de l'ex-Union soviétique qui vont être aussi par définition des colonisateurs. Je vous rappelle qu'il y a ce qu'on appelle l'Union pour la Méditerranée. Voilà où on les retrouve, ces pays. On les retrouve effectivement dans l'Union pour la Méditerranée. Et qu'est-ce que l'Union pour la Méditerranée? Est-ce que c'est une organisation? Oui, avec des traités, bien sûr, bien évidemment. Intergouvernementale rassemblant 42 pays. Je vous laisse encore chercher et vous allez avoir effectivement les informations et ça vous permet de savoir où je veux en venir. C'est-à-dire qu'ils sont positionnés sur la Méditerranée, donc vers l'Afrique. On va dire qu'il y a un cheval de Troie. Pendant 10 ans, Troie était invincible. Effectivement, il a fallu qu'à un moment donné, c'est un mythe, hein, Troie. Hein, c'est pas quelque chose qui a existé. Hein, je vais vous la citer, hein, je vais vous la lire même, hein, parce que ça me paraît important de rappeler qu'est-ce que le cheval de Troie. Je vais le lire parce que ça me... On connaît. Non, oui, on connaît, mais dans la mythologie, c'est une mythologie grecque. Mais tu peux juste le faire en résumé, t'as pas besoin de lire. Hein. Donc, juste résumer le truc. Troie était invincible par rapport donc, à ses adversaires. Ouais. Et pour pouvoir effectivement conquérir Troie, ils vont créer un magnifique cheval. C'est ça. Avec donc des parures dorées, etc. Donc effectivement, une sorte de bling-bling. Et comme on sait que l'humain est attiré par le bling-bling, il baisse la garde. Et à un moment donné, ils s'introduisent là, ils doivent s'introduire. On va dire que Vladimir Poutine a été de cela. C'est-à-dire, comme il l'a dit, il a baissé la garde. L'Ukraine a été effectivement le cheval de Troie de l'Europe. Et à partir de ça, ils sont entrés là où ils devaient entrer. Et en entrant là où ils devaient entrer, ils ont récupéré d'abord tous ces États pour mieux recule-toi un peu du micro, s'il te plaît. Soi-disant, pour pouvoir mettre à mal effectivement la Russie. Et qu'a dit, et ça je le rappelle, Emmanuel Macron le 7 février 2022, lorsqu'il a été rencontré Poutine pour négocier éventuellement une sorte de statu quo par rapport à l'Ukraine, il a eu ce mot qui pourtant est assez fort et qui n'est pas anodin, mais qui pour lui a un sens. La Russie est européenne. La Russie est européenne, ça signifie quoi? Ça signifie que, en quelque sorte, l'Europe devrait se souvenir que quelque part, elle est eurocentrée et qu'elle doit accepter de récupérer le passé de l'Europe. Je vous rappelle que Vladimir Poutine a fait savoir qu'en Ukraine, il y a donc des nazis. Congo, la RDC, eux, ils sont avec. Clairement, ils sont avec eux. Et ils doivent comprendre à travers ce conflit que c'est un mauvais choix, que leur avenir ne peut pas aller dans ce sens-là. Leur seul avenir, c'est de faire un effort pour profiter de cette guerre, pour pouvoir se réorganiser et se détacher de l'Europe et de l'Amérique pour pouvoir trouver d'autres types d'alliances pour se renforcer. Parce que c'est un conflit qui peut réellement permettre à l'Afrique de sortir différemment. Par exemple, je vois le cas de l'Éthiopie. L'Éthiopie aussi, il est menacé par les Américains par rapport aux barrages qu'ils ont mis en place. C'est-à-dire que les Américains soutiennent l'Égypte pour pouvoir attaquer l'Éthiopie. L'Éthiopie résiste à cause de la Russie.
Donc tous ces pays qui sont soutenus par la Russie, il n'est pas normal qu'ils fassent semblant de ne rien voir et de ne rien attendre. Parce qu'au final, il faut se dire les choses, hein, si, supposons, c'est une supposition, mais je ne pense pas que ce soit le cas, supposons que le cas russe soit réglé. Mais l'étape suivante, c'est quoi? C'est d'aller raser l'Afrique. Parce qu'ils l'ont déjà fait de toute façon. Là, ils vont le faire même sans défense, puisqu'il y a déjà des bases militaires qui sont positionnées. Il suffit donc de donner l'ordre et puis les gens ils agissent. Hein. Je vous signale qu'il y a une base qu'on appelle la base de Diego Garcia, qui est au nord de Madagascar. C'est une base, tenez-vous bien, où il n'y a pas de noirs. C'est-à-dire que si tu es militaire anglais noir ou noir africain-américain, tu ne mets pas les pieds sur la base de Diego Garcia. Pourquoi? Donc, si on a ce genre de faits qui sont vraiment prêts pour vous neutraliser à jamais, ce genre de conflit doit vous permettre de vous réorganiser. C'est-à-dire qu'il y a une carte qui est en train de se faire, donc on ne peut pas se jouer totalement neutre. Pourquoi? Parce que la neutralité ne vous éloigne pas de la guerre. Parce que tous vos richesses sont prises, vos enfants sont pris aussi. Votre espace aérien, vous ne le maîtrisez pas. Grâce à la Russie, certains pays commencent à maîtriser un peu l'espace aérien. Donc, on ne peut pas forcément être neutre. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut soutenir aveuglément. Je dis non, il y a des pays qui sont ouvertement soutenus. On le sait. Mais ceux-là, ils auraient des droits de réciprocité. C'est une logique. Et profiter pour se réorganiser. Parce qu'à chaque fois qu'on a des opportunités, on ne les saisit pas. Ça, c'est une opportunité pour que les pays africains se débarrassent de la colonie et qui se mettent au centre d'un système différent. Et je fais encore un clin d'œil à Centrafrique. Et je dis aux autorités et au président Touadéra de profiter de cette crise pour pouvoir ouvertement créer une banque autonome, créer une sécurité autonome et faire autrement. Là, il y a 2 semaines, il a échappé à une neutralisation. C'est-à-dire qu'on a failli, c'est la 3e fois, on a failli encore l'assassiner. Mais qu'est-ce qu'il attend? C'est quoi cette stratégie de dire qu'on réfléchit? Mais vous réfléchissez à quoi? Qu'ils prennent l'exemple de cette guerre. Quelles sont les mesures qu'a pris l'Europe et l'Amérique? Ils ont dit quoi? Des mesures sur l'économie. L'espace aérien est fermé aux avions russes. Les banques, le shift, il est fermé aux Russes. Mais attendez, ils n'ont pas attendu des milliers d'années pour prendre des mesures contre un ennemi. Donc je dis encore une fois au président Touadéra, mais ça ne sert à rien de se cacher parce qu'au final, c'est sa vie qu'on cherche. Donc ils sortent de là, qu'ils prennent des mesures courageuses pour sa population, même pas pour lui, pour sa population. Parce qu'au final, il ne va pas rester là 100 ans, non. Donc, qu'ils prennent des mesures pour protéger sa population. Et j'en profite aussi pour dire au gouvernement malien, mais nous sommes à une étape où les choses doivent se faire, et c'est maintenant. On ne peut pas attendre. Vous avez un conflit qui se met, mais profitez-en pour nettoyer vos écuries, nettoyer vos pays. Il faut en profiter. C'est-à-dire qu'il y a des opportunités qu'on a vues devant nous. Le Covid, malgré tout ce qu'on peut dire, mais ce Covid devait permettre aux Africains de se repositionner militairement. On ne l'a pas fait. On a attendu que ça soit encore l'Europe qui prenne des décisions et nous allons suivre. Bon, on pourrait dire, bon, les présidents ne sont pas autonomes, ils n'ont pas tellement les manettes, mais il y en a certains qui ont les manettes. Il y en a certains qui sont autonomes. L'Éthiopie est bien autonome. Ils peuvent prendre des décisions autonomes pour la vie de leur population et leur territoire. Donc on ne peut pas à chaque fois rater physiquement. Cette guerre doit permettre aux Africains de pouvoir se réorganiser et de tourner le dos aux pays américains et aux pays européens. Donc c'est très très important. Donc pour revenir un peu sur ce que tu disais sur ce débat, effectivement l'analyse qu'il fait n'est pas mal non plus, parce que quand il dit que Poutine n'est pas non plus un messie et que lui il ne soutient pas de façon aveugle,
il serait bien que, effectivement, ceux qui reçoivent de l'aide, je le réitère, de la Russie et de Poutine, qui font que aujourd'hui ils peuvent dire à la France de dégager, en contrepartie, ils doivent faire quelque chose. Par contre, il a dit quelque chose de juste tout à l'heure en disant qu'on ne va pas être encore les tirailleurs de ces personnes. Donc, on doit saisir cette guerre. Je vous dis, étant donné qu'on a déjà donné nos enfants pour la guerre des autres, cette guerre va nous permettre de garder nos enfants, de les former, de les sécuriser et de les mettre au défi pour qu'ils puissent nous montrer quelle est leur capacité d'inventer des armes nouvelles. Okay. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, je vais reposer ma question parce que j'ai remarqué qu'il y a eu un bug au niveau de la vidéo, ça n'a pas enregistré une partie, je ne sais pas à quel moment. Donc, si ça a coupé au moment de ma question, je vais la reposer et je couperai, je m'arrangerai au montage. À Shensout, on est dans le futur, imagine scénario catastrophe, guerre mondiale, Russie et la Chine contre les États-Unis et l'Europe. Quelle serait la position des pays africains dans cette situation? Est-ce que tu es un peu comme Aton qui, lui, préconisait plus la neutralité des pays africains? Thibault, lui, voyait plus une opportunité dans le sens que, oui, il y a une guerre, oui, on doit aller du côté de la personne qui nous a tendu la main, donc la Russie, mais peut-être en évitant d'emmener nos enfants dans cette guerre, donc plutôt prendre cette opportunité pour s'armer ou devenir plus puissante, mais pas forcément aller au combat. Toi, quelle serait ta position sur ce point de vue? Et on terminera ce podcast avec ça. Alors d'accord. Moi j'aime beaucoup la formulation, c'est-à-dire que tu as dit si on imagine. Donc moi je dirais, j'imagine qu'il n'y a aucune guerre, tout simplement. C'est-à-dire que les pays du continent ne soient pas obligés de prendre position pour quelque chose qui ne les regarde pas. On est d'accord, parce qu'ils sont tellement désorientés. On fait, disons, les pays européens, encore une fois, c'est un concept, font tout pour créer la confusion sur ce territoire-là, que finalement, ils ne sont jamais occupés, ils ne sont jamais afro-centrés. Hein, ils sont toujours à s'occuper de ce qui ne les regarde pas, en quelque sorte. Hein. À un moment donné, il faudrait balayer devant sa porte, c'est-à-dire regarder d'abord quels sont les problèmes qui nous concernent. Et je voudrais dire qu'il y a deux, au niveau international et pour les Européens, 2 points au niveau législatif qui focalisent leur attention, c'est-à-dire le traité de Berlin et ensuite les lois d'abolition de l'esclavage. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que l'Afrique n'est gérée que par ces deux lois et ces traités-là, et ce traité-là. C'est-à-dire qu'en dehors de ça, c'est le désert complet. Comme je vous l'ai dit, il n'y a que 2 traités pour lesquels on voit effectivement les pays africains, c'est-à-dire Ouagadougou, Mali et Cotonou. Sinon, Ouagadougou, excuse-moi. Ouagadougou. Ouagadougou. Merci. Donc, il n'y a que 2 pays. Donc, encore une fois, vous voyez qu'à quel point je suis, à chaque fois que je parle de ce continent, ça me porte voilà, aux tripes. Et puis, par rapport à ce que tu as indiqué, c'est-à-dire, est-ce qu'on doit rester uniquement dans l'imaginaire? Je crois qu'à un moment donné, il faut revenir les pieds sur terre. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de fondamental. Kémy Séba a dit dans 4 ans. Et pourquoi 4 ans? Il y a encore des élections qui se dessinent. À partir de 4 ans, c'est déjà joué. Après, effectivement, comme c'est un quinquennat, on doit voter. Pour certains qui ont la possibilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'avec les 2 paramètres que je viens de vous citer, traité de Berlin et abolition de l'esclavage, est-ce qu'il y a effectivement une porte de sortie? Si on ne se porte pas dans l'imaginaire, parce que comme je viens de le dire, je récuse cette posture-là. Je dirais simplement que Kémy Séba a raison. Pourquoi? Parce que les grands intellectuels dénient et renient ces lois-là. La loi d'abolition de l'esclavage, ils ne veulent pas le reconnaître. Ce n'est que des discussions à se tordre la tête. Prenez M. Bernard Lugan, pour qui effectivement
il y a effectivement une sorte d'imposture. Hein, ça serait effectivement l'Afrique qui serait une imposture. À un moment donné, on se pose la question, l'Afrique est-elle toujours sous esclavage? Je dirais oui, nous sommes sous esclavage économique avec le franc CFA. L'abolition de l'esclavage a été abolie par des lois. Il nous faudrait une autre loi pour abolir l'esclavage économique. Il faut monter en gamme au niveau des traités. Il faut monter en gamme au niveau des lois, au niveau international. Et dire ça suffit, qu'il y ait des accords et qu'on puisse prendre la posture de Poutine et de dire vous avez renié les accords. Vous avez renié les traités. Il y a des lois qui fondent mon territoire. Il y a des lois qui fondent la souveraineté. Et vous les reniez. Et là, on peut parler de défense nucléaire. Mais lorsqu'on n'a pas ça, et qu'on n'a que le traité de Berlin, et les abolitions des lois qu'ils ont instituées, de quoi parle-t-on? De quoi parle-t-on? S'ils veulent faire la même chose avec la Russie, ils n'y arriveront pas. Parce que la Russie a des traités. La Russie a des armes nucléaires. Donc je ne peux pas rester dans l'imaginaire. Il faut se secouer. Il faut réfléchir. Kémy Séba vous le dit. Est-ce que vous voulez, à l'image donc de ceux qui se crament contre les Africains, contre le continent, lorsqu'on voit effectivement des intellectuels comme Dugan, qu'on voit effectivement que même la loi... Recule-toi un peu du micro, s'il te plaît. C'est qu'ils n'auront aucun état d'âme pour instituer des lois et des traités pour rétablir l'esclavage. La vraie esclavage. Parce que, tenez-vous bien, pour le capitalisme, l'esclavage est vraiment l'idéal au niveau économique. C'est-à-dire que le moment où ils vont instituer, qu'ils vont reconnaître avec les pays de l'ex-Union soviétique, la Lettonie et la Grande Europe, et je dis bien c'est un concept, puisqu'ils sont eurocentrés, et qu'ils vont commencer, parce qu'ils n'ont aucun état d'âme, pour tuer tous ceux qui posent, que l'on doit poser la liberté économique. Ils les tuent. Ils disent non, l'esclavage monétaire, l'esclavage économique. Il n'y a que ça qu'ils entendent. C'est la dernière barrière qu'il faut faire sauter. Est-ce qu'on va la faire sauter par des accords, par des traités, par une loi? Et je le dis encore une fois, ils n'auront aucun sentiment pour rétablir ce degré de soumission. Voilà. Très bien. On va conclure ce podcast ici. En tout cas, merci à vous d'avoir participé. Merci d'avoir donné votre avis sur cette situation. Je tenais aussi à remercier les abonnés qui sont de plus en plus nombreux sur le goûter panafricain. On vous remercie et on souhaite que ça continue. Donc n'hésitez pas à partager ce podcast, à commenter, à donner vos avis. On sera très heureux de lire tout ça. Pensez aussi notamment, il y a les livres de Thibaut Obo qui sont dans la description. Donc si vous voulez en connaître plus sur ses ouvrages, vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. D'ici là... Je voudrais aussi profiter, ouais. excusez-moi, pour dire de lire aussi les livres de Kémy Séba, de vous en inspirer, de voir comment est-ce que cet homme n'arrête pas de dire il faut être combattant, il faut résister. Donc lisez, abreuvez-vous donc de ces livres de Kémy Séba. Attends, si tu voulais avoir un mot sur les livres, tu nous as montré tout à l'heure un livre. Est-ce que tu pouvais nous faire une chronique sur deux livres? Là, tu nous as montré Kémy Séba, si tu voulais montrer les deux livres. On n'entend pas ton micro. Ouais. Ça, on l'avait vu, je pense, la semaine dernière. Ok. C'est toujours plaisant de le lire, mais c'est surtout le titre que je retiens, moi. C'est soit on fait ça, soit on meurt. L'Afrique libre ou la mort de Kémy Séba. Voilà. On n'a pas aujourd'hui seuls tous les Africains conscients. Je parle pas des inconscients, des fous qu'il puisse y avoir, en tout cas tous les Africains conscients. Quand tu dis conscient, ça veut dire quoi? Des gens qui sont qui se rendent compte qu'on ne vit pas dans un monde de bisounours,
qu'aujourd'hui, on se rend compte que tout est manipulé. Tout Africain conscient doit prendre en priorité ça. En tout cas, les panafricanistes et les kémiques doivent toujours prendre ce livre vraiment en base. Ensuite, il y avait c'est un pavé. Hein. Par contre, la fabrique du consentement, c'est Noam Chomsky. C'est super. Alors, il y a combien de pages? On en est à 750. 750 pages. Donc, le lire Harry Potter, franchement, abreuvé de ça, c'est vraiment toute l'information qu'on ressent aujourd'hui, dans laquelle on se sent manipulé. Ça a déjà été théorisé en 88 par son politologue, par cet écrivain, Noam Chomsky, et c'est un best-seller. Ok, très bien. C'est vraiment un best-seller. C'est connu dans toutes les écoles. Et c'est à lire, ça nous montre que toute l'information qu'on a n'est pas la bonne. Quoi. Donc prenez une lecture. Rappelle le nom du dernier livre, c'est la fabrique du consentement. Fabrique du consentement. Ok, ça marche. Merci beaucoup en tout cas. On va conclure ce podcast. À la prochaine, pensez à vous abonner, à commenter et à partager la vidéo un maximum ou le podcast selon la plateforme où vous l'écoutez. Passez à tous et en tout cas merci à vous les panélistes et à la prochaine. Bonsoir.